Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média. Aujourd'hui, nous avons avec nous Elina Timsit, propriétaire, fondatrice et directrice générale de la maison d'édition féministe, les éditions Proleps, depuis septembre 2016. Donc, il y a quelque chose dans votre profil Facebook qui a captivé mon attention. Donc, en premier, activatrice de créativité. Comment vous définissez ce terme? Et bonjour, merci de m'avoir invitée à ce podcast. Activatrice de créativité parce que je pense que ma quête en tant qu'entrepreneur est plus large que juste aider les gens à écrire et publier leurs livres. Ce que je veux vraiment, c'est qu'ils soient capables de remettre de la créativité dans leur vie et que, en fait, ils puissent trouver un monde qui leur permette de s'évader, de prendre conscience d'eux-mêmes, etc. D'accord. Et quand je vois le mot afroféministe, c'est pas un terme que j'entends souvent. Donc, quelles sont les particularités de l'afroféminisme par rapport au féministe tout court? Ben, en fait, c'est une branche du féminisme intersectionnel. Donc c'est l'intersectionnalité, c'est, le féminisme qui veut que on vit plusieurs types d'oppression et que on les vit en même temps. Donc pour ma part, c'est d'être femme et d'être noire. Donc l'afroféminisme, se caractérise par, par c'est ça, le féminisme, le militantisme, mais de mon point de vue de femme noire, en fait. Je vais faire un petit survol de vos études. Donc, vous avez étudié en France et au Québec. Je vois que vous avez fait un diplôme d'études universitaires générales en droit au Panthéon-Assas Université. Ensuite, une licence en droit privé des affaires et de la famille de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et ensuite, au Québec, une mineure en arts et sciences, littérature et cinéma à l'Université de Montréal. Un baccalauréat en écriture de scénarios et création littéraire. Un diplôme d'études professionnelles en entrepreneuriat de l'École des entrepreneurs du Québec. Oui. Un diplôme d'études supérieures spécialisé en édition de l'Université de Sherbrooke, mais je crois que vous ne l'avez pas. Non, je ne l'ai pas complété malheureusement, j'ai eu mon petit garçon entre-temps. D'accord, d'accord. Et c'est un diplôme que vous souhaitez éventuellement. Oui, j'aimerais vraiment le reprendre, parce que c'était vraiment très intéressant, mais je pense peut-être faire celui de l'université de Montréal, là où j'ai fait, mon bac en fait, car ils ont maintenant un programme, de DESS, mais en édition numérique, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque un peu peut-être. Donc j'aimerais bien aller, dans cette branche-là, mais actuellement je suis en train de finir, enfin finir, c'est un grand mot, un MBA, dans une université américaine en ligne. Donc je suis en train de finaliser ça et puis après je reprendrai sûrement mon DESS à un moment donné. Et j'ai vu, bon, quand vous avez effectué des stages en France et au Québec, quelles sont les différences culturelles? C'est sûr que le monde de l'édition, qu'il soit en France et au Québec, sont très, très différents. Déjà, juste le nombre de public. Le public est beaucoup plus large en France qu'au Québec. Le nombre de maisons d'édition aussi en France est bien plus important qu'au Québec. Donc c'est pas du tout le même monde. La maison d'édition pour laquelle j'ai travaillé en France, c'était vraiment une maison d'édition qui était spécialisée. Ça s'appelle les éditions Turquoise et c'est vraiment une maison qui était spécialisée dans les œuvres de personnes ou de récits, à propos de la Turquie. Donc c'était vraiment, vraiment très, très niché et c'était vraiment un peu comme un éditeur un peu comme moi, c'est-à-dire, quelqu'un qui est tout seul, qui gère tout, et lui, il gérait en plus avec, beaucoup, beaucoup de stagiaires, parce que, puis des stagiaires qu'il fallait polyvalentes parce que c'est il avait vraiment énormément de travail à abattre. J'ai travaillé sur plusieurs projets, j'ai travaillé en tant que correctrice, j'ai travaillé en tant que graphiste, j'ai retouché, des photos d'époque, j'ai travaillé un peu en marketing. Alors qu'ici, j'ai fait un stage aux éditions Fides, qui est la maison d'édition, qui a été créée par des frères en fait, dans un monastère, et qui se spécialisait vraiment dans l'écriture de récits de vie, de récits historiques.
et qui aussi était propriétaire de la branche de livres traditionnels du Québec. Donc tous les grands classiques du Québec étaient publiés par une branche de Fides. Et là, Fides, bah, c'est une grosse structure. C'est une grosse structure, plusieurs personnes, plusieurs postes. Donc là, j'ai vraiment pu toucher absolument à tout. Et c'était ça qui était vraiment intéressant. Donc la grande différence entre la Française Québec que j'ai vue, c'est surtout la différence entre une maison d'édition, une grande maison d'édition et une petite maison d'édition, plus que de différence France-Québec, en fait. Là, il y a un extrait que j'ai vu d'un un de vos posts sur Facebook qui est un petit peu choquant. Ben, en fait, ça parle par rapport à l'investissement et le retour sur investissement pour un éditeur. Je vais lire un extrait qui dit, je voudrais dire que dans ce secteur, ce sont les éditeurs qui prennent les risques, tout en étant les moins payés. Les libraires font 40% de gains sur une vente, les distributeurs de 16 à 18% sur papier, mais en réalité jusqu'à 23% selon mes calculs. Les auteurs empochent 10%. Une fois que l'éditeur a payé l'imprimeur, les réviseurs et tous ses collaborateurs, il ne reste presque plus rien. Moi, quand je vendais un tirage, il me restait 1 ou 2%. Ce n'est pas normal que les éditeurs soient à ce point les parents pauvres de l'industrie. Alors, c'est un statement un petit peu provocateur à la base. Il se voulait provocateur parce que je voulais faire bouger les choses. Je vais remettre un peu en contexte par contre, c'est-à-dire que effectivement, l'éditeur est vraiment la personne qui prend tous les risques financiers quand on est à compte d'éditeur, évidemment. C'est vraiment une prise de risque et on joue à la roulette russe parce que on va mettre un certain montant qui est relativement élevé, qui peut s'élever à des milliers de dollars, qui s'élève en fait à des milliers de dollars et qui peut s'élever parfois à des dizaines de milliers de dollars, sans avoir aucune preuve que ça va marcher et aucune preuve qu'on va avoir un retour sur investissement. Donc quand on édite un livre, c'est vraiment une prise de risque totale. En gros, on saute d'une montagne et on espère que le parachute s'ouvre. Euh, Par contre, un autre parent pauvre du livre, et là je parle en tant qu'autrice, puis en tant qu'éditrice aussi d'ailleurs, c'est les auteurs. Parce que l'auteur a quand même, je veux dire, c'est son œuvre qu'on publie. C'est quand même un gros morceau, et même s'il y a beaucoup d'acteurs autour de ce livre, malgré tout, 10% est vraiment très peu. On s'entend qu'une meilleure répartition du prix du livre ou d'autres systèmes de rémunération, parce que là, on partirait dans des hypothèses de qu'est-ce qui marcherait mieux pour rémunérer tout le monde, ça serait vraiment de remettre l'auteur et l'éditeur au centre. On a et je dis pas que les autres acteurs du livre ne méritent pas leur dû, au contraire, ils le méritent aussi, mais on est dans une répartition où les petits éditeurs sont vraiment les parents pauvres du livre, effectivement. Et surtout, on se rend compte qu'une maison d'édition ne peut pas fonctionner sans subvention. Une maison d'édition, elle ne fonctionne qu'avec des subventions, parce que sinon, elle n'a pas assez d'argent pour imprimer d'autres livres. Parce que même si vous sortez un best-seller, et au Québec, un best-seller, c'est 3000 copies, ce qui est très peu, avec 3000 copies, vous n'allez pas payer le prochain titre. C'est impossible. Parce qu'il faut déjà revenir sur son investissement, parce qu'on paye les correcteurs, graphistes, illustrateurs, couverture, etc. L'impression qui coûte très très cher, les assurances évidemment, et d'autres petites choses. Mais au final, quand vous avez déjà remboursé tout ça, quel est le profit qu'on fait? Est-ce que le profit est assez grand pour pouvoir réinvestir dans d'autres livres? Ben, pas forcément. Donc on est vraiment un monde où on est vraiment sous perfusion étatique. Et c'est là où j'essaye de mettre un gros coup de pied dans la, dans la fourmilière, c'est que au final, ceux qui sont perdants, c'est le lectorat. C'est le lectorat parce qu'on n'est plus capable de suivre la cadence et on n'est plus capable de publier des livres de qualité parce qu'on va parfois utiliser
des matériaux beaucoup moins qualitatifs. On va prendre des livres qui peut-être sont moins nos coups de cœur, mais on sait qu'ils vont se vendre. Donc on a un point de vue beaucoup plus marketing et ça, c'est dommage parce que, on recale des auteurs et des autrices qui ont quelque chose à dire, mais on sait que le potentiel de vente est trop bas pour prendre ce risque. Pour ceux qui pourraient avoir de l'intérêt pour ce domaine, pouvez-vous expliquer la procédure pour les subventions? Est-ce que c'est un parcours difficile ou c'est du cas par cas? Alors ça, c'est encore une autre histoire. Les subventions. Les subventions sont soumises à l'agrément. Donc au Québec, il nous faut un agrément de l'Association nationale des éditeurs de livres, qui est vraiment le saint graal de l'éditeur. Et c'est un peu un parcours compliqué pour l'avoir. Jusqu'à peu, il fallait être citoyen canadien. Et j'avais commencé d'ailleurs à discuter auprès de certaines personnes politiques, certaines personnes au pouvoir, pour discuter de ce problème parce que il n'y a pas que les Canadiens qui veulent ouvrir des maisons d'édition, il n'y a pas que les Canadiens qui ont des choses à dire. On est quand même une terre où l'immigration est très très importante. Et j'ai vu en début d'année 2024 qu'ils l'avaient ouvert aux résidents permanents. Moi, personnellement, j'avais fait ma citoyenneté juste pour pouvoir avoir mon agrément. Je l'ai eu en fin 2023, donc entre guillemets, ça ne me concernait plus. Mais je trouvais que c'était un gros, gros problème parce que normalement, la résidence permanente ouvre les mêmes droits que les Canadiens, sauf le droit de vote. Pour les subventions, effectivement, il faut l'agrément. L'agrément, c'est compliqué à avoir. Il faut déjà avoir publié. Il faut avoir des lettres de ses pairs, des lettres de recommandation. Et quand on est nouveau dans le milieu, c'est difficile. On s'entend, c'est difficile. Et après, il faut passer évidemment par tout le parcours de demande de subvention. Parce qu'on n'est pas sûr de quelle subvention on va avoir, quel montant on va avoir. Et on sait que les subventions peuvent être octroyées par rapport à ce que vous avez vendu, par rapport à la profitabilité de la maison d'édition. Parce que l'édition, c'est des entreprises à but lucratif et que eux aussi veulent un retour sur investissement, ils veulent pas donner de l'argent à n'importe qui. Et on a le même problème pour le distributeur. Et oui, c'est un parcours du combattant, mais c'est sûr que éditeur, on fait pas ça pour ni pour la gloire, ni pour s'acheter une villa en Floride. On le fait vraiment parce que c'est une vocation. Et pour ça que j'ai pas eu le choix, moi, d'ouvrir 2 branches à mon entreprise parce que l'édition seule, se fait sur mes propres fonds pour l'instant, puisque j'ai pas encore l'agrément que je vais essayer que je vais demander en fait cette année. Mais c'est tout un parcours, vraiment. Mais si quelqu'un voulait se lancer là-dedans, je lui dirais de le faire, mais de bien réfléchir à la structure dans laquelle il va œuvrer et manœuvrer, en fait. Parce que là, j'écoute ça et je me dis, comme vous aviez une formation de juriste, bon, en tant que tel, juriste, c'est un emploi stable, il y a une certaine sécurité d'emploi, et comment on passe de ce domaine à la littérature. La littérature a toujours fait partie de ma vie. Moi, j'ai toujours écrit, j'ai toujours lu. J'étais une extrêmement grande lectrice quand j'étais plus jeune. J'ai des tonnes et des tonnes de livres. Je pense que c'est vraiment comme limite, je suis une succursale d'Amazon. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de livres et je lis beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est toujours une passion. J'écris depuis que je sais tenir un crayon, je raconte des histoires depuis que je sais parler, donc j'ai toujours été dans la littérature. Par contre, effectivement, quand j'avais 17 ans, mon rêve, c'était d'être juge des mineurs. Parce que j'y voyais une opportunité d'aider la société, d'aider les jeunes. Puis j'ai fait mon parcours universitaire où j'ai vécu beaucoup de désillusions par rapport au domaine du droit. J'ai fait mes études à Paris. J'ai vu dans mon université des choses qui m'ont profondément dérangée. Beaucoup d'inégalités, beaucoup de combats de coq, je dirais ça. Je vais dire ça comme ça, de manière politiquement correcte. Et ça m'a un peu désillusionnée par rapport à ce que je voulais faire. Mais je m'y tenais quand même. Quand j'ai déménagé au Québec,
Je suis allée voir l'université de Montréal qui était l'université où je voulais continuer mes études et on m'a dit, «Bah oui, mais comme vous avez fait vos études de droit en France, faut recommencer à zéro. Soit vous demandez vos équivalences» et j'avais malheureusement pas l'argent pour ça, «soit vous recommencez à zéro». Et j'avoue que, après, beaucoup d'années en droit et beaucoup de travail acharné en droit, on se souvient qu'internet était à ses débuts, donc les recherches de droit se faisaient dans les livres. Donc c'était des heures incroyables, des nuits passées complètes à la bibliothèque pour faire mes devoirs, me lever à 4 heures du matin et j'avoue, j'étais plus prête à ça. Donc je me suis dit: «Bah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je reprends pas le droit, qu'est-ce que je fais?» Puis l'année précédente, quand j'étais encore en France, j'avais travaillé sur, le scénario d'une BD qui malheureusement n'a jamais vu le jour. C'était un manga qui est devenu d'ailleurs mon premier roman et je me suis dit: «Bah, en fait, avec l'écriture, ça a toujours été ma passion, bah, pourquoi pas aller là-dedans?» Donc je me suis inscrite en écriture de scénario et création littéraire à l'université de Montréal, avec un parcours un peu compliqué pour, pouvoir aller dans ce programme, mais finalement j'y ai été. Au cours de mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir faire, un cours en édition et un stage en fait, justement aux éditions Fides et là, ça a été le coup de cœur. Vraiment, ça a été le coup de cœur. «Je veux faire ça de ma vie. Je veux vraiment être éditrice». Bien sûr, évidemment, l'écriture créative était toujours quelque chose, qui m'intéressait énormément. D'ailleurs, j'ai commencé comme travailleuse autonome, en tant que rédactrice, correctrice, réviseur et traductrice. Donc je me suis vraiment lancée, pendant mes études là-dedans directement. Mais pour la stabilité, je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller plus, vers l'édition». Donc quand j'ai fini mes études, en création littéraire, donc j'étais spécialisée en scénarisation. Je me suis lancée en DESS et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, c'était merveilleux et voilà. Sauf que j'ai eu un petit garçon entre-temps, en 2015 et ma question c'était: «Est-ce que je retournais travailleuse autonome, comme je l'étais depuis plusieurs années maintenant ou est-ce que je changeais?» Quand on a un enfant, du moins pour moi en tout cas, ça a été, «Mais qu'est-ce que je lui laisse à cet enfant-là?» Et ça faisait déjà longtemps que j'étais militante féministe et là, je me suis dit: «Bah, je veux lui laisser un monde plus juste». Comment lui laisser un monde plus juste? Bah, pour moi, les livres, les mots, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour faire valoir ses idées, et puis pour changer le monde, en fait. Donc bah, je veux travailler en édition. Là, j'ai commencé à réfléchir quelle maison d'édition où je voulais travailler. J'ai vu les salaires et j'ai vu les opportunités d'emploi qui étaient très, 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 très petites et bah, ouais, OK, j'ai ce choix-là ou j'ai le choix d'aller avec, si je veux aller dans des maisons d'édition qui ont les mêmes valeurs que moi, mon champ de possibilités est encore plus petit. Donc j'ai réfléchi à un modèle d'affaires. J'ai une amie qui a voulu travailler avec moi. On a donc travaillé sur un projet de maison d'édition pendant 2 ans ensemble. Finalement, elle est partie. Elle est partie à Québec, donc on a décidé d'arrêter le partenariat avant même d'inscrire la maison d'édition au registre des entreprises et ce soir-là, quand elle m'a annoncé qu'elle partait pour Québec, en fait, j'ai enregistré les éditions Proleps. Donc je me suis lancée un petit peu sur un coup de tête, mais j'ai toujours eu l'idée que, une maison d'édition seule pouvait pas fonctionner pour moi puisque évidemment je pouvais pas avoir l'agrément, je pouvais pas avoir de subvention. Donc j'ai lancé la partie, formation et accompagnement en écriture créative à côté, qui est, la partie en fait lucrative de mon entreprise pour pouvoir, bah, justement, publier les livres qui me tenaient à cœur, c'est-à-dire les livres des femmes et des personnes marginalisées. Voilà un Non, peu le parcours. c'est un beau parcours. C'est un beau parcours. C'est quand même beaucoup de sacrifices que ça demande. Il faut être passionné, il faut vraiment que ça soit sa vocation, pas mal. Je pense que oui, je pense que beaucoup d'artistes se lancent par vocation. Je pense pas qu'on devienne artiste ou qu'on travaille dans le milieu culturel pour se faire une tonne d'argent. Vraiment pas pour ça parce qu'en fait, il y en a pas d'argent déjà.
c'est pas difficile, il y en a pas. Mais aussi parce que, c'est ça qui nous permet de tenir quand les mois sont moins faciles économiquement, quand on a moins d'argent, comme tout entrepreneur, je dirais. Mais dans le milieu culturel, je trouve que, surtout au Québec, il y a eu beaucoup, beaucoup de coupures ces dernières années. Il y a eu beaucoup, beaucoup de limitations au niveau culturel. Je trouve que c'est difficile de se faire une place. C'est le monde de la littérature, je vais parler de celui-là parce que c'est celui que je connais, est très petit, vraiment sur son quant à soi. C'est un petit milieu, c'est un milieu que je trouve très archaïque, où c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent, toujours les mêmes auteurs, toujours les mêmes éditeurs. Ils tournent de maison d'édition en maison d'édition et je pense qu'on a vraiment besoin d'un renouveau. Et ce renouveau passera entre autres, je pense, par, les femmes et les personnes marginalisées. D'accord. Et comment vous choisissez les livres qui seront publiés? Donc, quels sont les critères que vous cherchez? Dans les critères, c'est déjà je publie essentiellement des romans, des essais, puis, des livres jeunesse. Je pense aussi publier dans les prochaines années peut-être, heu, des mangas, des BD, des livres, avec images et cetera. Mais le créneau, c'est évidemment le féminisme puisque c'est c'est le titre de la maison d'édition, c'est une maison d'édition féministe et inclusive et je privilégie les femmes et les personnes marginalisées, vraiment. Puis quand je parle de personnes marginalisées, je parle pas de forcément marginalisées ethniquement, c'est vraiment at large. C'est-à-dire que je vais publier essentiellement des personnes racisées, des personnes, en situation de handicap, des personnes neuroatypiques, des personnes LGBTQA et cetera. C'est vraiment la marginalisation, at large. Parce que justement, je trouve que c'est toujours un peu les mêmes choses. On s'entend que statistiquement parlant, au Québec, 80 des auteurs qui font plus que 30 000 $, c'est-à-dire un revenu, c'est le salaire minimum en gros, c'est 80 sont des hommes. OK. Sur ces 80, on s'entend qu'une grosse partie sont des hommes blancs. Donc déjà, on a une représentation qui est limitée sur, la diversité qu'est le Québec et le Canada. Et je pense que c'est là où j'essaye d'intervenir, c'est de montrer que le Québec, c'est pas toujours les mêmes auteurs, c'est pas toujours les mêmes têtes, c'est pas toujours les mêmes choses qui reviennent. Parce que quand on parle de diversité au Québec, puis là je vais parler juste de diversité ethnique, quand on vous demande c'est qui les auteurs, racisés, au Québec, on vous répond Kim Thuy puis Dany Laferrière. OK? Dany Laferrière étant le seul auteur noir ayant gagné un prix au Québec. Le prix du gouverneur général, qui est un prix, très important au Québec, il n'y a que, Dany Laferrière et un auteur anglophone qui l'ont gagné. Le prix a 47 ans. En 47 années, il y a eu un homme noir, 0 femme noire, 0 femme autochtone, 0 personne autochtone. Donc moi je me demande, mais tous les auteurs qui ont quelque chose à dire, qui font partie des minorités, elles sont où? Elles sont où? Et c'est vrai que j'ai ouvert cette maison d'édition dans cette espèce de vision un peu idylliste que je pouvais peut-être changer les choses un peu. Ou du moins le paysage, littéraire québécois. C'est très ambitieux, mais voilà, c'est ça mon objectif, c'est vraiment de changer, le paysage littéraire québécois, canadien, puis d'en faire vraiment, quelque chose de beaucoup plus inclusif parce qu'on en a besoin. Moi, je trouve ça courageux et utile parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que Oui. quelqu'un fasse le pas. C'est pas facile d'être la première. Non, effectivement. Et le nom prolepse, je suis curieux, prolepse, ça tire de quelle origine? Alors prolepse, c'est à la base la prolepse, c'est une, figure de style, donc comme la métaphore et cetera et c'est la figure de style de l'anticipation. Donc c'est là que j'ai tiré le nom. C'est vraiment le fait d'anticiper, les courants de ce qui va venir et puis les changements à venir, en fait. Ok, parfait. Et pouvez-vous nous donner une durée moyenne entre la soumission d'une œuvre manuscrite et sa publication?
Habituellement, je mets à peu près 3 à 6 mois à répondre. C'est une durée, relativement, commune dans les maisons d'édition. Après, bah, c'est tout le processus d'édition donc après le comité de lecture, puis la lecture, et la réponse qu'on donne à l'auteur ou à l'autrice. Évidemment, bah, ça va être, la correction, la mise en page, la création de la couverture, le montage et cetera et tout ça, peut prendre 6 mois, 1 an, parfois 2. Ça va dépendre de l'œuvre, ça va dépendre de ce qu'il y a à modifier, ça va dépendre, de l'auteurice aussi avec qui on travaille. Mais ça peut, je dirais qu'en moyenne, ça prend à peu près 1 an pour avoir, un livre sur les tablettes, après acceptation du manuscrit. Donc on compte 1 an et demi à peu près depuis l'envoi du manuscrit jusqu'à le fait qu'il soit sur les tablettes. Et quelle sorte de stratégie que vous utilisez pour faire la promotion, le marketing des livres une fois publiés? Essentiellement les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est vraiment beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux. C'est des communiqués de presse, des lancements, participation à des salons. J'ai la chance d'être une des rares, maisons d'édition indépendantes à être acceptée au salon du livre, hem, en tant que maison d'édition à part entière, même si pour l'instant j'ai pas encore mon agrément. Ça a été un très beau parcours ça d'ailleurs, parce que j'étais au milieu de toutes ces belles et grandes maisons d'édition qui font le front-end des librairies et j'ai eu la chance d'avoir l'équipe du salon du livre de Montréal est absolument exceptionnelle de par sa capacité à vouloir inclure le plus de monde possible et vraiment, vraiment ça a été, un beau parcours pour le salon du livre et j'essaye de participer aussi à des salons indépendants. J'essaye de participer, à des salons qui n'ont rien à voir avec la littérature, mais dans des thèmes qui sont un peu, concomitants à ce que je publie pour toucher un public plus large. C'est sûr que quand on n'a pas de distributeur et ça aussi c'est mon fer de lance pour, 2024 de trouver un distributeur et ben, on trouve des alternatives pour avoir des canaux de diffusion et des canaux de promotion qui sont différents de ce qu'on trouve habituellement. Comme je disais, le milieu du livre est un milieu très archaïque, donc c'est très, on passe encore beaucoup par les médias traditionnels, on passe encore beaucoup par des posts Facebook, par des choses comme ça, des choses très, très, très classiques. Puis j'essaye de sortir un peu plus des sentiers battus en m'exposant plus, et en exposant, le plus que possible mes auteurs et mes autrices. Mais oui, c'est sûr, c'est des canaux j'essaye d'utiliser beaucoup de canaux alternatifs. D'accord. Donc, j'ai vu sur votre site qu'il y avait une librairie virtuelle. Ouais, tout à fait, on travaille, oui, pour acheter, c'est effectivement, la librairie sur le site, c'est aussi on a nos livres sur Amazon. C'est pas trop dans l'éthique de la maison, mais on peut pas nier que Amazon est un canal très, très important de diffusion littéraire, donc pour l'instant, on l'utilise. Parce que l'intérêt, c'est que les gens lisent les livres, des auteurs et des autrices de la maison d'édition, donc je dirais qu'un peu tous les moyens sont bons, surtout sans diffuseur, comme je disais, sans distributeur. Donc on utilise les moyens, à notre portée. Mais oui, librairie virtuelle et Amazon pour l'instant. D'accord. Et est-ce que vous pensez à faire des démarches pour que ça se retrouve dans des librairies physiques? Est-ce que c'est dans les plans? Oui, bien sûr, en fait, j'avais fait un dossier de distribution en 2019, fin 2019 et malheureusement la covid est arrivée et les distributeurs ont fermé tous les dossiers qui étaient en cours parce qu'évidemment, bah, il y avait plus la chaîne du livre s'est arrêtée complètement et 2 ans plus tard, quand ça a commencé à reprendre, les distributeurs étaient extrêmement frileux à prendre des nouvelles maisons d'édition parce que le milieu du livre allait mal, parce que, les prix avaient, explosé en fait. C'était vraiment une explosion au niveau des prix, dans le milieu du livre. Donc pour eux, j'étais
un trop gros risque à prendre. Donc en ce moment, je suis en train de faire justement des démarches pour, leur montrer que je suis pas un tel risque et ça aussi 2024, c'est vraiment l'agrément et le distributeur qui sont vraiment, au centre de nos préoccupations parce que c'est juste nécessaire, en fait. C'est on peut pas tenir une maison d'édition si on n'est pas distribué. Et comment ça fonctionne la rémunération pour les auteurs, les autrices? Alors, pour une maison d'édition à compte d'éditeur classique comme la mienne, c'est vraiment, avec une redevance. Donc, l'auteur gagne normalement dans la chaîne du livre actuelle 10. J'essaye d'avoir des pourcentages qui sont un peu plus élevés, c'est-à-dire 13 pour le papier et 17 pour le numérique. Donc, personnellement, je prends sur ma marge à moi pour pouvoir offrir ces redevances-là parce que je pense que, 10 c'est trop peu pour l'auteur. Donc voilà, ça marche par redevance, donc sur le prix du livre. Donc le livre se vend et il y a un pourcentage qui revient à l'auteur. Tout comme il y a un pourcentage qui revient à l'éditeur. Il y a des pourcentages pour tout le monde. Les seuls qui sont payés comptant, c'est vraiment, tout ce qui est, la création du livre. Donc correcteur réviseur, mise en page, graphiste, infographiste, tout ce qui est marketing, relationniste de presse, et cetera. Donc ça, c'est tout l'investissement de l'éditeur, l'investissement de base. Ça, c'est payé comptant, en fait. D'accord. Et avez-vous un livre en particulier dont vous êtes fier d'avoir publié ou... J'avoue, je suis fière de tous les de tous de tous les livres que j'ai publiés parce que c'est tous des livres assez incroyables, que ce soit les romans ou les essais. Je dirais que vraiment que j'ai pas de préférence particulière dans les livres que j'ai publiés. Mais si je devais en choisir un, je choisirais, potentiellement un des livres qui d'ailleurs est le plus, il est un des plus plébiscités par les gens qui achètent dans notre maison d'édition, qui est, La petite fille qui voulait aller à l'école. Parce que ça met en lumière, un fait qu'au Québec, on connaît peu, c'est, les enfants esclaves en Haïti, donc les Reste avec. C'est 300 000 enfants quand même, 300 000 enfants dans une petite île. Ouais. Donc c'est vraiment énorme et ce récit qui est un récit, de fiction, mais qui se base sur des faits réels, est vraiment très poignant, pour, raconter la petite histoire. J'ai rencontré l'autrice dans une conférence et un soir, on est allé souper avec le groupe avec lequel j'étais et elle était là et on a parlé de son livre, quasiment toute la soirée et elle m'a donné son livre, en fait. Elle avait une copie de son livre et elle me l'a donné. Je l'ai commencé, je suis rentrée dans ma chambre, il était 11 heures du soir, j'ai commencé le livre, je me suis dit: «Bon, je vais lire quelques pages». À 4 heures du matin, je fermais le livre et je m'étais pas rendu compte qu'il était 4 heures du matin. Mais si je l'ai lu, de 11 heures à 4 heures, non-stop, quoi. Je j'ai pas été capable de m'arrêter et le lendemain, je lui proposais un contrat d'édition. Ça a été vraiment un gros, gros coup de cœur et non seulement dans la forme de l'écriture, mais dans l'histoire qui est absolument poignante, quoi. Puis justement, c'est le but de cette maison d'édition, c'est de révéler des réalités, dont on parle pas ailleurs, vraiment. Et comment vous gérez vos relations avec les auteurs, autrices? Est-ce que vous visez du long terme, du très long terme? J'essaye de viser du long terme. Pour l'instant, le gros problème que j'ai, c'est c'est vraiment un syndrome de l'imposteur tout bête, c'est que j'ai l'impression que je ne peux pas les servir à la hauteur de leur talent. Vraiment, le fait de ne pas avoir de distributeur, de ne pas avoir d'agrément me met mal à l'aise par rapport à eux parce que j'ai envie de c'est vraiment si c'était juste l'envie, je publierais, 20 auteurs par année. Bon après on parle d'argent, mais si c'était juste, vouloir, ça serait, 20, 30, 40, 50 auteurs par année. Mais je refuse des livres parce que je ne me sens pas les épaules, pour publier ces livres-là, parce que je trouve qu'ils méritent une maison d'édition qui peut mieux les représenter. Hem, Vraiment mes auteurs et mes autrices, pour moi, c'est ces gens-là et les livres qu'ils ont faits, c'est
pour moi, c'est vraiment un grand, grand honneur de les avoir avec moi, qu'ils m'aient fait confiance, en fait. Et, et je me sens très chanceuse d'avoir eu ces gens-là qui me font confiance. J'essaye d'avoir une relation la plus amicale et la plus, comment dire, ouverte possible. Mais, mais voilà, après, il y a des conflits auteur-éditeur comme dans n'importe quelle structure parce que des fois on a des points de vue différents, des fois parce que ils pensent que je suis une trop petite structure pour eux ou des choses comme ça. Mais j'essaye vraiment d'être le plus transparente possible, d'être le plus soutenante possible par rapport à leurs livres et de leur offrir le service le plus qualitatif possible. Et quand vous regardez un peu ce qui se passe dans cette industrie, est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même un pas qui est fait vers l'avant pour que ça s'améliore? Est-ce qu'il y a un peu plus d'ouverture envers les auteurs ou autrices issus des minorités? Est-ce qu'il y a des changements qui vous accrochent ou euh, bon, pour parler du Québec, oui, là, c'est encore en retard, il y a encore beaucoup de retard. En fait, dans le milieu occidental du livre, il y a du retard. On s'entend. Peut-être aux États-Unis moins, parce que il y a une plus grande diversité au niveau des auteuristes, et puis c'est plus facile, par exemple, d'avoir un livre best-seller ou référé par le New York Times aux États-Unis. Mais au Québec, clairement, on est en retard. On est très, très en retard. Comme je vous disais, qu'on puisse ne nommer que 2 auteurs issus des diversités depuis des années et des années, hein, parce qu'on les voit depuis 10-15 ans sur les ondes et c'est toujours eux qu'on invite quand on a besoin de diversité. Mais moi, j'en connais des dizaines et des dizaines d'auteuristes issus des minorités, de tous les types de minorités. Pourquoi c'est pas eux qu'on invite? Pourquoi c'est pas ces gens-là qu'on fait venir sur les plateaux pour changer un peu? Pourquoi on n'entend pas ces voix-là? Donc, en fait, c'est un milieu qui est, comme je l'ai dit et je le répète, archaïque. Et surtout, c'est un milieu qui est vraiment, qui qui vit dans un monde qui lui appartient. Et c'est très imperméable à ce qui se passe autour. Le milieu de l'édition n'a pas le choix. A pas le choix de s'ouvrir, a pas le choix de faire rentrer de la diversité parce que de toute manière, ils perdent des lectrices, ils perdent, des parts de marché et le public en a marre. Le public en a marre de voir toujours les mêmes gens, toujours les mêmes têtes. Puis comme j'expliquais tout à l'heure, le Québec est une province où il y a de plus en plus d'immigrants. Ces immigrants-là ne se reconnaissent pas dans la littérature québécoise. Ils s'y reconnaissent pas et les 2e, 3e générations non plus. Là, quand on voit que, là, je vais parler d'un milieu un peu différent du mien, mais quand on voit que La Caille-Nou, qui est une série qui a été sortie par Tout.tv, a fait un tel buzz en représentant une famille haïtienne, mais en 2024, ça devrait pas faire un tel buzz. Non pas parce que la série est pas bonne, non pas mais parce qu'en fait, elle fait le buzz parce qu'elle est différente des autres. Ça devrait pas être différent. Des séries sur des familles haïtiennes ou des familles asiatiques ou des personnes LGBT ou peu importe en fait, ça devrait juste être le quotidien de la télévision, des médias, de la littérature, de la musique, ça devrait juste être normal. En fait, qu'on doive encore, par exemple, en ce moment c'est le mois de l'histoire des Noirs, mais qu'on doive encore faire un mois spécifique pour l'histoire des Noirs, parce que personne ne connaît l'histoire des Noirs au Québec, hein. Personne. À part les Noirs, oui. Nous, on connaît notre histoire. Mais si on demande à un Québécois, c'est quoi l'histoire des Noirs au Québec, il est incapable de le dire. Il est incapable de parler de l'esclavage, il est incapable de parler des créateurs noirs qu'il y a eu. Quand on leur parle de créateurs noirs, ils parlent de Dany Laferrière, point, c'est tout. C'est la seule chose. Puis Anthony Cavana comme humoriste. Mais c'est les seuls qui sont vraiment connus je dirais, de la personne québécoise moyenne. Mais on est en 2024, là, pas en 1950. Ce changement-là aurait dû être depuis très, 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 très longtemps, en fait. On a ce problème-là.
Et bah oui, les maisons d'édition ont tellement de retard que maintenant elles essayent de rattraper, le retard qu'elles avaient. Merci vraiment à 2 grandes maisons d'édition qui sont, Mémoire d'Encrier et Remue-Ménage d'avoir pavé la voie, en fait. Maintenant, il y a ma maison d'édition, il y a une autre maison d'édition qui s'est ouverte quelques années après la mienne, Diverses Syllabes. Heu, on est les acteurs du changement, on est les acteurs de ce changement-là. Mais les maisons d'édition traditionnelles, oui, elles essayent d'inclure, bah, quelques personnes autochtones, quelques personnes, racisées, quelques personnes LGBT. Mais est-ce que c'est une véritable inclusion ou c'est juste du tokenisme, en fait? C'est une question qui vaut la peine de se poser, en effet. Là, en fait, j'ai une section qui est à part. Donc là, c'est un moment où vous avez le choix. C'est je félicite, j'encourage, je critique. Donc ça peut être, vous pouvez féliciter une personne ou un organisme que vous appréciez leur action qu'ils font, soit des actions communautaires ou par rapport à des réussites professionnelles. Donc, ou sinon, vous pouvez encourager une personne qui fait déjà de bonnes actions et que vous espérez qu'il aille encore plus loin. Et sinon, vous pouvez y aller avec la critique et euh, faire une critique constructive pour que certaines choses changent. Hem, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je félicite le Salon du livre parce que, vraiment pour son ouverture. Je me rappelle en 2020, oui, c'était l'année 2020, quand le salon du livre s'est fait, sur le net, en fait. Ça a été une version virtuelle du salon du livre. Ça a été ma première participation sur le salon du livre et on est avec, en partenariat avec, la maison d'édition Diverses Syllabes, on a été les premières maisons d'édition, à vraiment ouvrir le chemin vers la diversité et de créer des panels de discussion justement sur la décolonisation du livre, dans le milieu québécois et je les remercie aussi de m'avoir acceptée comme maison d'édition non agréée. Vraiment, ça a été, vraiment un honneur et je vois qu'au fil des années, ceux qui sont vraiment vecteurs de changement actuellement dans le milieu du livre, c'est le Salon du livre de Montréal. Je trouve ça incroyable. Cette année, les panels de discussion étaient super intéressants. On a vu vraiment une diversité de points de vue, la mise en valeur de plein d'auteurs et d'autrices, différents de ce qu'on voyait d'habitude. Vraiment, je vois un changement là-dedans. Heu, bah, là, ça va être, un peu plus personnel, c'est-à-dire que j'encourage ma meilleure amie qui s'appelle Audrey Virasaminaï, qui est, hypnothérapeute et coach mindset, qui, m'a aidée à sortir d'une phase très compliquée de ma vie l'année dernière. Je pense que si je suis de retour sur les rails en 2024, c'est en grande, grande partie grâce à elle. C'est quelqu'un qui non seulement a été une amie, mais qui m'a entre guillemets «coachée» sur le mindset. J'ai fait plusieurs séances d'hypnothérapie avec elle, puis elle m'a toujours été de très, très bons conseils. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas quelque chose de facile, puis, on essaye tous de se faire une place, mais vraiment, je la félicite pour sa persévérance, en fait. J'aimerais vraiment l'encourager parce que c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme et qui a le potentiel aussi d'aider énormément de personnes, en fait. Puis ma critique, je pense qu'elle est un peu, globale par rapport à ce podcast, c'est vraiment, le milieu du livre, le milieu québécois du livre parce qu'il faut qu'on se sorte de cet archaïsme, de ce quant à soi, il faut qu'on s'ouvre. Il faut qu'on s'ouvre, qu'on soit capable, d'intégrer plus la diversité québécoise. Hem, on est une province qui a la chance d'avoir, de multiples, heu, de multiples voix, de multiples points de vue et malheureusement encore la littérature ne permet pas de se rendre compte et ce que je disais au début, c'est que les mots, la littérature, les livres, ça peut changer le monde. On s'entend que la première chose, qui arrive dans un régime totalitaire, bah, on brûle les livres. C'est ça la première chose que fait un régime totalitaire, c'est brûler les bibliothèques, brûler les livres, censurer des livres.
Donc le pouvoir des livres est vraiment très, très, très important et j'aimerais vraiment que le milieu du livre actuel se permette une plus grande ouverture et donne la chance à des autoristes qui ont des messages forts, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de de les véhiculer autrement que par les livres et par notre milieu, en fait. Maintenant, comment on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, vous poursuivre vos formations, comment on vous rejoint? Alors pour les livres en tant que tels, c'est vraiment la librairie, sur, édition avec un s-proleps.com. Donc vous pouvez commander nos livres sur Amazon, vous tapez édition Proleps aussi, vous pouvez trouver les livres. Pour les formations, c'est plus par les réseaux sociaux. Donc je suis plus présente sur Instagram, mon compte c'est Inspiratrice d'écriture et sur, Facebook. Donc les éditions Proleps aussi, on peut me joindre par message. Donc j'offre des formations en écriture créative. Je vais recommencer à faire des ateliers en présentiel aussi. Hem, J'offre aussi depuis pas très longtemps, des formations pour les entrepreneurs qui veulent écrire un livre aussi. Hem, donc voilà, sur les réseaux sociaux, sur le site web. Puis, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ben, c'était tout un plaisir. C'était Elina Timsit. Merci beaucoup d'enrichir nos connaissances. Moi, ça m'a permis d'en apprendre davantage sur le monde de la littérature que je ne connais pas beaucoup. Donc, c'était un très beau partage, en espérant le meilleur pour vous, pour vos projets futurs.